Il a passé les 15 dernières années de sa vie presque sans quitter sa chambre. Il a dormi le jour, travaillé la nuit, dicté ses dernières corrections quelques heures avant de mourir. Son œuvre compte plus d'1 200 000 mots, soit 4 fois la longueur de Guerre épée. Et pourtant, il n'a jamais quitté Paris, ne s'est presque jamais éloigné de quelques rues. Comment un homme aussi immobile a-t-il pu écrire le roman le plus vaste du XXe siècle? Comment celui qui ne pouvait pas sentir les fleurs sans suffoquer a-t-il capturé toute la beauté du monde? Bienvenue dans Histoire de légende. Je suis Étienne Beaumont et aujourd'hui nous entrons dans l'univers de Marcel Proust. Pour comprendre cet homme et cette œuvre, il faut remonter au commencement, à un enfant de Paris, à une famille bourgeoise et à un après-midi dans un bois qui a tout changé. C'est une journée ordinaire dans le bois de Boulogne. Un garçon de 9 ans marche avec ses parents le long d'une allée ombragée. Les marronniers sont en fleurs, le sol est couvert d'un léger tapis de pétales. Et soudain, l'enfant s'arrête. Sa respiration se bloque. L'air refuse d'entrer. Autour de lui, le monde continue. Les promeneurs passent, les pigeons s'envolent, mais lui est seul dans une cage invisible, luttant contre quelque chose qu'il ne peut ni voir ni nommer. C'est le premier grand épisode d'asthme de Marcel Proust. Il n'a pas encore 10 ans et sa vie vient de basculer. Ce moment ne restera pas un simple souvenir d'enfance. Il deviendra une frontière, une ligne de démarcation entre deux existences possibles. Celle d'un homme qui vit dans le monde et celle d'un homme qui l'observe depuis sa fenêtre. L'asthme de Proust n'est pas un détail biographique parmi d'autres. C'est le premier fil du tissu immense qu'il mettra toute sa vie à tisser. Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Auteuil, alors à la périphérie de Paris, en pleine guerre franco-prussienne. Son père, Adrien Proust, est un médecin de renom, spécialiste des maladies infectieuses et de l'hygiène. Un homme de science respecté, catholique de tradition, qui a gravi les échelons de la société parisienne à force de travail et d'intelligence. Sa mère, Jeanne Veil, est la fille d'un riche agent de change juif, femme cultivée, musicienne, dont la sensibilité littéraire est vive et la tendresse pour son fils aîné absolue. Entre ces deux figures, la rigueur catholique du père et la délicatesse juive de la mère, Marcel grandit dans un équilibre fragile et fécond, héritier de deux mondes qui ne se ressemblent pas. La famille s'installe boulevard Malesherbes, dans le 8e arrondissement de Paris, quartier prospère et moderne, à quelques pas de la Madeleine. C'est un Paris en transformation. Les grandes avenues haussmanniennes ont remplacé les ruelles médiévales. Les premiers téléphones apparaissent, les automobiles commencent à faire leur timide apparition sur les pavés. Paris est alors la capitale intellectuelle et artistique du monde occidental, et la famille Proust en occupe une place confortable, sans appartenir aux sommets inaccessibles de l'aristocratie. Les étés, pour Marcel et son frère cadet Robert, se passent à Illiers, petite ville de la Beauce à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, chez la tante Élisabeth, sœur du père. C'est là, dans ce bourg tranquille avec son église romane, ses jardins, ses chemins de campagne, que Marcel découvre le monde avec une intensité rare. La tante est invalide et ne quitte guère sa chambre, image prémonitoire, mais les garçons sont libres de courir, d'explorer, de rêver. Il y a deux chemins pour aller au jardin. L'un longe les champs en direction du château d'une noble famille, l'autre passe devant la propriété d'un bourgeois élégant. Ces deux directions, avec toute la différence de monde qu'elles représentent, deviendront au cœur du roman les deux __quote _0 _ qui structurent toute une existence. Illiers entrera dans la littérature sous le nom de Combray, et la ville portera aujourd'hui les deux noms réunis, Illiers-Combray. C'est dans cet enfant qui observe tout, les fleurs, les gens, les différences sociales, les lumières changeantes du soir, que se forme le romancier futur. Mais l'asthme est là, fidèle compagnon. Après la première crise, les épisodes se répètent. Le corps de Marcel réagit au moindre changement d'air, à l'odeur des fleurs, à la poussière des routes. Ce corps hypersensible deviendra, paradoxalement, l'instrument le plus fin qui soit pour capter le monde. À l'automne 1882, Marcel entre au lycée Condorcet. C'est un établissement de choix, non pas tant pour sa rigueur académique que pour son ouverture aux idées nouvelles, à l'art, à la littérature contemporaine.
Les fils de compositeurs et d'écrivains y croisent des fils de magistrats et de financiers. Parmi ses camarades, Marcel se lie avec Daniel Halévy, fils du compositeur Fromental Halévy, et avec Jacques Bizet, fils de Georges Bizet, dont la mère remariée, Madame Strauss, tient l'un des salons les plus brillants de Paris. Cette amitié sera pour Marcel la première grande porte ouverte sur la haute société parisienne. Il faut noter que c'est un élève particulier. Peu doué pour les mathématiques ou les sciences, il excelle dans les dissertations et les lectures. Ses professeurs signalent son sens aigu de l'observation et une tendance à développer ses idées au-delà de tout cadre raisonnable. Stéphane Mallarmé, le grand poète symboliste, enseigne l'anglais à Condorcet. Ironie du sort, Marcel ne choisit pas l'anglais, préférant l'allemand. Il ne rencontrera jamais Mallarmé en dehors de la salle de classe. Ce qui frappe ses camarades et ses professeurs, c'est moins sa brillance scolaire que son appétit de vivre, sa curiosité insatiable pour les gens. Il observe, il questionne, il note mentalement tout ce qu'il voit. Déjà, il passe ses après-midi dans les jardins des Champs-Élysées, où les enfants des familles bourgeoises se retrouvent pour jouer. C'est là qu'il tombe amoureux pour la première fois, d'Antoinette Faure, dont le père deviendra président de la République quelques années plus tard, puis de Marie Benadaki, fille d'un richissime Polonais ayant fait fortune dans le commerce du thé. Ces amours d'enfance ne durent guère, mais elles s'imprègnent dans la mémoire de Marcel avec une intensité qui ne s'effacera jamais. Des décennies plus tard, ces visages de fillettes sur les allées du parc ressurgissent transformés dans les pages de la recherche. Voilà donc le paradoxe qui s'installe dès ses premières années. Marcel Proust est un enfant qui aime le monde avec une passion dévorante, les odeurs de campagne, les robes des femmes élégantes, les sons du piano chez sa mère, la lumière qui change sur les façades le soir. Et ce même enfant est un être que le monde agresse physiquement. Un souffle de pollen peut l'envoyer à lit pour plusieurs jours. Plus il désire entrer dans la vie lui résiste par le corps. Cette tension entre le désir et l'entrave n'est pas simplement la source de sa souffrance, elle est la matrice de son art. L'asthmatique qui ne peut pas se promener librement devient l'observateur qui ne manque jamais un détail. Celui qui ne peut pas toujours aller vers le monde développe une mémoire d'une précision redoutable, une capacité à revivre les expériences passées avec une acuité que ceux qui vivent dans l'insouciance n'atteignent jamais. En 1887, au lycée, Marcel participe à la rédaction de plusieurs revues littéraires manuscrites, circulant de main en main dans un cercle restreint d'initiés. La Revue Verte, puis la Revue Lilas, du nom de la couleur des cahiers d'écoliers. Ce sont des tentatives modestes, naïves, mais déjà sérieuses. Marcel y écrit des portraits, des réflexions, des petits textes qui ressemblent davantage à de la prose poétique qu'aux rédactions habituelles. Ses camarades y reconnaissent quelque chose d'inhabituel, une voix qui cherche sa forme. À 18 ans, il effectue son service militaire à Orléans, comme engagé volontaire, ce qui lui permet de ne servir qu'un an au lieu de plusieurs. Son asthme ne l'exempte pas. Ses crises nocturnes perturbent le dortoir au point que ses supérieurs l'autorisent à louer une chambre en ville à ses frais. Même à l'armée, il est un cas particulier, un être qui vit à part. À son retour à Paris, il s'inscrit à l'École libre des sciences politiques, puis obtient une licence en droit et une licence en philosophie. La philosophie l'intéresse vivement, notamment les idées sur la connaissance, la perception, le temps. Mais ni le droit ni la politique ne le retiennent. Ce qui le retient, c'est la vie des salons, les conversations avec des gens d'esprit, et l'écriture, toujours l'écriture, encore informelle, encore sans direction précise, mais déjà inexorable. La question posée au seuil de cette histoire, comment un homme aussi empêché par son propre corps a-t-il pu embrasser le monde entier dans un roman, commence ici à trouver sa réponse. L'asthme a fait de Marcel Proust un observateur absolu. En le contraignant à regarder plutôt qu'à courir, à ressentir plutôt qu'à agir, il a cultivé en lui une sensibilité d'une profondeur que rien d'autre n'aurait pu produire. Les jardins d'Illiers, les visages des filles du parc Monceau, la lumière dans les allées du bois de Boulogne, tout cela entre en lui non comme des souvenirs ordinaires, mais comme une matière vivante qui attend sa forme. L'enfant du boulevard Haussmann n'est pas encore écrivain. Mais il est déjà, sans le savoir, l'instrument le plus fin que la littérature française allait jamais produire. Chaque matin, pendant plusieurs semaines, un jeune homme se poste au coin de la rue de la Paix et attend.
Il est élégamment vêtu, légèrement trop soigné pour l'heure matinale, et il attend avec la patience d'un chasseur. Son gibier n'est pas un animal, c'est une femme, la comtesse Adéome de Chevigné. Aristocrate de vieille souche, dont le profil aquilin et la silhouette nerveuse traversent chaque jour ce carrefour à la même heure. Marcel Proust a 20 ans. Il n'a jamais été présenté à cette femme. Il ne lui parle pas. Il se contente de la regarder passer, de soulever légèrement son chapeau et de la suivre des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Jour après jour, la même scène se répète. La comtesse finit par le remarquer. Elle trouve cela agaçant. Elle ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre, que ce jeune homme ne cherche pas une aventure. Il cherche quelque chose de plus étrange. Il cherche à voir. Voilà le paradoxe qui habite Proust tout au long de ses années de jeunesse mondaine. Il fréquente les salons, il courtise les duchesses, il fait antichambre chez les grands noms du faubourg Saint-Germain, et ses contemporains l'accusent de snobisme pur et simple. Mais cette accusation, si commode, passe à côté de l'essentiel. Ce qui attire Proust vers l'aristocratie n'est pas la vanité sociale. C'est quelque chose de plus profond, de plus ambigu, et en définitive de plus littéraire. La société parisienne de la fin du XIXe siècle est un monde en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. La Troisième République a remplacé l'Empire, la bourgeoisie industrielle s'enrichit, les anciennes hiérarchies s'effacent lentement, mais lentement seulement. Le faubourg Saint-Germain conserve encore son prestige mythique, ses codes secrets, ses hiérarchies incompréhensibles pour les nouveaux venus. C'est précisément ce qui fascine Proust. Une légende vivante, un monde qui est déjà en train de mourir et qui ne le sait pas encore. Son entrée dans ce monde se fait progressivement, par des portes successives. La première est celle de Madame Strauss, la mère de son camarade de lycée, Jacques Bizet, qui tient l'un des salons les plus brillants de Paris. Veuve du compositeur Bizet, elle a épousé en secondes noces un homme de loi fortuné, et son appartement rue de Miromesnil est fréquenté par des écrivains, des artistes, des hommes politiques, des aristocrates, le mélange précis qui enchante Proust. C'est là qu'il commence à aiguiser son regard, à observer les mécanismes subtils du prestige et de l'humiliation, les façons dont une phrase bien tournée peut ouvrir une porte que 10 années d'efforts ne sauraient forcer. Il gravit les échelons avec une habileté que ses détracteurs attribuent à la ruse, mais qui tient davantage à une qualité rare. Il sait écouter. Dans un monde où chacun cherche à briller, Proust pose des questions. Il s'intéresse vraiment aux gens, à leur passé, à leur passion, à la façon dont ils tiennent leur fourchette et choisissent leurs mots. Il prend des notes mentalement, avec une précision qui ferait pâlir le meilleur journaliste. Et parce qu'il est sincèrement curieux, les gens s'ouvrent à lui, comme ils ne s'ouvrent pas à ceux qui ne cherchent qu'à se faire valoir. Il se lie avec Robert de Montesquieu, poète excentrique, dandy absolu, homme d'un goût raffiné et d'une vanité monstrueuse, l'une des figures les plus singulières du Paris fin de siècle. Montesquieu est homosexuel, cultivé jusqu'à l'excès et connecté à tout ce que la société compte d'illustre. Il connaît Sarah Bernhardt, Mallarmé, Verlaine, la princesse de Polignac. À travers lui, Proust accède à des cercles encore plus fermés. Il observe Montesquieu avec le même regard patient qu'il portait sur la comtesse de Chevigné au coin de la rue. Un regard qui note tout, juge peu et retient l'essentiel. C'est aussi pendant ces années que Proust vit ses premières grandes expériences sentimentales. Ses amours d'adolescence pour des jeunes filles ont laissé place à des attachements plus complexes. Il est passionnément lié pendant quelques années à Reynaldo Hahn, jeune compositeur vénézuélien d'une sensibilité musicale exceptionnelle, dont la gaieté et le talent enchantent Proust. Leur relation amoureuse se transforme ensuite en une amitié profonde et durable. Proust est attiré par les hommes, et cette vérité, qu'il vit dans une discrétion prudente, imposée par l'époque, traverse toute son œuvre, transfigurée, déplacée, mais jamais absente. Le baron de Charlus, l'un des personnages les plus puissants de la recherche, porte en lui quelque chose de Montesquieu et quelque chose de Proust lui-même. Pendant toutes ces années de fréquentation mondaine, une question traverse ceux qui l'observent. Qu'est-ce que ce jeune homme cherche vraiment dans ces salons dorés? Il n'est pas noble, il n'est pas riche au point de s'imposer par sa fortune, il n'occupe aucune fonction officielle.
Son premier livre, Les plaisirs et les jours, publié en 1896, n'a pas établi sa réputation littéraire, bien au contraire. Ses amis mondains le voient comme un garçon charmant, excessivement aimable, peut-être un peu trop, et définitivement sans avenir sérieux. Un dilettante de luxe. Cette étiquette le blesse, mais il ne la combat pas frontalement. Il continue d'observer. Et puis, en 1894, quelque chose brise la surface lisse de ce monde élégant. L'affaire Dreyfus éclate comme un orage sur la France. Alfred Dreyfus, officier de l'armée française, juif d'Alsace, est accusé de haute trahison et condamné à la déportation sur l'île du Diable dans des conditions dégradantes. Il est innocent, et certains le savent très tôt. Mais l'armée, l'Église, une grande partie de la presse et des salons aristocratiques se solidarisent derrière la condamnation, refusant de reconnaître l'erreur judiciaire. L'antisémitisme latent de la société française se cristallise autour de cette affaire avec une brutalité que beaucoup n'avaient pas anticipée. Pour Proust, la situation est personnelle à plus d'un titre. Il est lui-même à moitié juif par sa mère, et il a grandi dans les deux mondes que l'affaire oppose. La bourgeoisie juive et cultivée dont il est issu, et l'aristocratie catholique dont il a fréquenté les salons. Les cercles mondains où il a été reçu avec tant de chaleur se divisent brutalement. Des amis se retrouvent dans des camps opposés, des salons ferment leurs portes à certains noms, des amitiés de 30 ans se brisent en quelques semaines. Proust proposition, avec une résolution que ses habituelles circonspections mondaines ne laissaient pas deviner. Il est dreyfusard sans équivoque. Il circule une pétition en faveur de la révision du procès, recueille des signatures parmi les intellectuels et convainc notamment Anatole France, l'homme le plus célèbre des lettres françaises de l'époque, qui préférait rester en retrait, d'apposer son nom. C'est un acte de courage, dans un milieu où prendre parti pouvait coûter des années de fréquentation. Et pourtant, chose remarquable, Proust continue d'être reçu dans des salons dont les hôtes sont fermement anti-dreyfusards. Sa position politique est connue, ses convictions ne font aucun doute, et il est quand même invité. Parce que, au fond, il est trop intéressant, trop vivant, trop singulier pour qu'on puisse simplement l'exclure. Ses vertus sociales surpassent ses erreurs politiques aux yeux de ceux qui l'apprécient. Cette expérience de l'affaire transforme quelque chose dans son regard. Il voit désormais les salons avec une acuité nouvelle, teintée d'ironie lucide. Ces gens qui l'observent depuis des années avec fascination, leur raffinement, leurs hiérarchies invisibles, leurs codes d'inclusion et d'exclusion, se révèlent capables, sous la pression, d'une médiocrité morale ordinaire. La légende dorée du faubourg Saint-Germain commence à se craqueler. Non pas que Proust les méprise, il continue de les fréquenter, de les observer, de les aimer même. Mais il les voit désormais dans leur vérité entière, avec leur grandeur et leur petitesse mêlées. Ce déplacement du regard, de l'admiration vers la compréhension, est précisément ce qui fait de Proust non pas un snob, mais le plus grand portraitiste de la société de son temps. Il n'a pas passé ses années dans les salons pour se faire valoir. Il y a passé ses années pour apprendre à voir. La comtesse de Chevigné, qu'il guettait au coin de la rue, n'était pas l'objet de son désir social. Elle était un personnage qui cherchait son roman. Elle le trouvera, des années plus tard, dans les pages de la Recherche, sous les traits de la duchesse de Guermantes. Le chasseur mondain n'a jamais chassé ce qu'il semblait vouloir attraper. Il chassait autre chose, les nuances imperceptibles d'un monde voué à disparaître, la mémoire vivante d'une époque, le matériau brut de son œuvre future. Et en ce sens, toutes ces heures passées dans les antichambres et les salons n'étaient pas du temps perdu. C'était du temps mis en réserve. En 1896, une plaisanterie circule dans les salons parisiens. Un écrivain vient de publier un livre d'une élégance impeccable. Reliure soignée, illustration de Madeleine Lemaire, préface d'Anatole France, partition musicale composée spécialement par Reynaldo Hahn. Il ne manque presque rien à ce volume. Presque. Car le livre se vend 13 francs et 50 centimes, à une époque où la même somme permet d'acheter 10 kilos de farine, 5 litres d'huile de lin, un demi-kilo de saumon frais et 2 billets de théâtre. 2 critiques littéraires, croisées par l'auteur, lui expliquent poliment la valeur de son travail. 4 francs pour la préface d'Anatole France, 4 francs pour les illustrations,
4 francs pour les partitions et 1 franc pour la prose. 50 centimes pour les vers. L'auteur de ces Plaisirs et les jours, c'est Marcel Proust. Il a 25 ans. Et cette plaisanterie, qu'il répète lui-même avec un sourire contraint, dit tout sur sa situation dans le monde des lettres. Admis partout, pris au sérieux nulle part. La question qui se pose alors, et qui demeure sans réponse pendant de longues années, est de savoir si cet homme charmant, ce brillant causeur des salons, cet habitué des antichambres aristocratiques, est réellement capable de produire une œuvre digne de ce nom. Ses contemporains en doutent. Lui-même, dans ses moments les plus sombres, en doute aussi. Ce doute persistant, cette peur de la médiocrité, va paradoxalement devenir le moteur de la transformation la plus importante de sa vie d'écrivain. Les Plaisirs et les jours ne sont pas sans qualité. Le livre contient des portraits fins, des réflexions sur la jalousie et la vanité, des esquisses de personnages qui annoncent les grands tableaux à venir. Mais c'est un livre de jeunesse au sens le moins flatteur du terme. Un livre qui cherche encore sa voix, qui imite ses modèles trop visiblement, qui veut plaire avant de vouloir dire la vérité. Anatole France, dans sa préface bienveillante, parle d'un jeune homme qui nous conduit dans une serre chaude, où des orchidées d'une beauté étrange et malsaine n'ont pas de racines dans le sol. L'éloge est double, et la pique, sous la flatterie, est réelle. Dans les années qui suivent, Proust s'attaque à un roman de grande ambition qu'il intitule Jean Santeuil. Il y travaille de 1895 à 1900, accumulant des centaines de pages, racontant les amours et les désillusions d'un jeune homme cultivé dans le Paris de la fin du siècle. Le texte est écrit à la 3e personne, avec une certaine maladresse structurelle, des longueurs, des répétitions. Proust finit par abandonner ce chantier sans l'achever et sans le publier. Le roman ne paraîtra qu'après sa mort, à titre de document, non d'œuvre accomplie. Jean Santeuil est une tentative sincère et parfois admirable, mais ce n'est pas encore lui. Ce n'est pas encore sa voix. Il faut comprendre ce que signifie cet abandon pour un homme de 30 ans qui n'a toujours pas de place reconnue dans la littérature. Proust vit encore chez ses parents, boulevard Malesherbes. Il n'a pas de revenus propres, pas de position officielle, pas d'œuvre à montrer. Ses amis le voient évoluer dans les salons avec son élégance habituelle, ses phrases trop longues, ses compliments trop bien tournés pour être tout à fait sincères. Certains commencent à penser que la littérature n'est pour lui qu'une pause de plus, le dernier accessoire d'un mondain accompli. C'est dans ce moment de doute et de relatif désœuvrement qu'une rencontre décisive a lieu. Une rencontre non pas avec une personne, mais avec un auteur. Marcel Proust découvre John Ruskin, critique d'art et écrivain anglais du XIXe siècle, dont les écrits sur l'architecture, la peinture et le rapport entre l'art et la vie morale font sensation dans certains cercles français. Ruskin est mort en janvier 1900, et son œuvre commence à être redécouverte sur le continent. Ce qui frappe Proust dans la pensée de Ruskin, c'est une conception de l'art qui coïncide avec ce qu'il ressentait confusément depuis l'enfance sans pouvoir le formuler. Pour Ruskin, l'artiste n'invente pas, il traduit. Il traduit ce que la nature, les formes, la lumière, le temps ont déposé dans le monde visible. L'art n'est pas une création ex nihilo, mais une lecture de ce qui existe et que la plupart des hommes ne savent pas voir. L'artiste est un intermédiaire entre le monde et ceux qui vivent dans le monde sans vraiment le percevoir. Cette idée résonne profondément en Proust. Il pense depuis longtemps que le vrai livre est déjà là, dans l'expérience vécue, dans les sensations accumulées, dans les visages et les voix qui s'impriment dans la mémoire. Il faut seulement apprendre à le lire, puis à le transcrire. La tâche de l'écrivain est celle du traducteur, non pas fabriquer, mais restituer. La décision de traduire Ruskin est donc à la fois intellectuelle et pratique. Proust n'a jamais appris l'anglais sérieusement. Au lycée Condorcet, il a choisi l'allemand. Pour mener à bien ce projet, il s'appuie sur sa mère, Jeanne Proust, qui possède une bonne maîtrise de l'anglais, et sur son amie Marie Nordlinger, qui lui fournit des versions littérales des passages les plus difficiles. Proust prend ensuite ses sous-traductions approximatives, les compare avec le texte original et produit une version française qui va bien au-delà de ce que permettrait un simple intermédiaire. Il traque les nuances, interroge chaque mot,
vérifie chaque image. Les contemporains qui voient ce travail de près sont stupéfaits de la précision qu'il atteint malgré les obstacles de la langue. Il traduit la Bible d'Amiens, qui paraît en 1904, puis Sésame et l'hélice en 1906. Ces deux volumes ne sont pas de simples traductions. Proust les accompagne de préfaces et de notes d'une richesse considérable, dans lesquelles il développe ses propres idées sur la lecture, sur l'art, sur le rapport entre l'œuvre et le lecteur. La préface à Sésame et l'hélice, intitulée « Sur la lecture », est déjà un texte de très haute tenue, l'un des plus beaux essais sur la lecture jamais écrits en langue française. On y trouve en germe presque tout ce qui fera la singularité de la recherche. Ce travail de traduction dure 7 ans. 7 ans pendant lesquels Proust apprend quelque chose d'essentiel. La patience du détail, la discipline du mot juste, la nécessité de revenir sur ce qu'on a écrit jusqu'à ce que la phrase soit exacte. Non pas joliment tournée, mais exacte, c'est-à-dire fidèle à ce qu'elle cherche à dire. Il apprend aussi, à travers Ruskin, à regarder l'architecture comme un texte, à lire dans les cathédrales gothiques, dans les mosaïques byzantines de Venise, dans les façades des vieilles maisons de campagne, une écriture patiente que le temps a déposée pierre par pierre. Il se rend à Venise 2 fois. Expérience fondatrice, lumière incomparable, mosaïque de Saint-Marc, humidité dorée des canaux. Il visite la cathédrale d'Amiens, dont Ruskin a fait l'un de ses sujets centraux. Ces voyages sont des expériences d'une intensité rare, des moments où la sensibilité de Proust s'éveille à une dimension nouvelle du réel. Mais la maladie est toujours là. Venise lui donne de l'asthme, et chaque excursion est un compromis entre le désir et le corps. Pendant ces mêmes années, il perd les 2 êtres qui ont le plus compté dans sa vie. Son père, le docteur Adrien Proust, meurt en novembre 1903, après plusieurs années de santé déclinante. Puis sa mère, Jeanne, meurt en septembre 1905. Cette seconde mort est une blessure d'une profondeur que Proust n'avait pas anticipée, même s'il savait depuis toujours à quel point il lui était attaché. Il écrira à une amie, peu après, « J'ai fermé l'ère des traductions que maman encourageait. Je n'ai plus le courage de me traduire moi-même. » Cette phrase, apparemment anodine, dit quelque chose d'essentiel. La mort de Jeanne Proust ne brise pas son fils, elle le libère. Une forme de censure intérieure, dont il n'avait peut-être pas pleinement conscience, disparaît avec elle. La nécessité de vivre à la hauteur du regard maternel, de ne pas trop s'exposer, de ne pas trop dire, se dissout progressivement. Ce qui était retenu peut maintenant se libérer. Dans les mois qui suivent, Proust hérite d'un capital qui lui assure l'indépendance financière pour le reste de ses jours. Il quitte le boulevard Malesherbes et s'installe boulevard Haussmann, dans un appartement qui avait appartenu à un cousin de sa mère. Un lieu chargé de souvenirs familiaux, que Jeanne elle-même avait connu. Ce choix n'est pas raisonnable pour quelqu'un souffrant d'asthme. Les arbres du boulevard fleurissent abondamment au printemps et les voitures soulèvent une poussière constante. Mais la logique de Proust n'est pas celle de la prudence médicale. Il s'installe là où quelque chose de sa mère persiste encore dans les murs. Les années d'apprentissage touchent à leur fin. La traduction de Ruskin a donné à Proust les outils qu'il ne savait pas chercher. Une théorie de la création, une discipline du langage, une certitude que le grand livre est déjà là, dans l'expérience vécue, attendant d'être traduit. L'abandon de Jean Santeuil lui a enseigné que l'imitation n'est pas une voie, que son roman, s'il doit exister, ne ressemblera à aucun autre. Et la mort de sa mère a retiré le dernier verrou. Le dilettante des salons, l'auteur d'un livre trop cher pour sa prose, l'homme que ses contemporains plaignaient en souriant, cet homme est sur le point de disparaître. À la place, dans la pénombre d'un appartement en fenêtre close, un autre Proust commence à émerger. Celui-là ne cherche plus à plaire, il cherche à dire la vérité. Il est 2 heures du matin. Boulevard Haussmann, au 3e étage d'un immeuble bourgeois dont les fenêtres donnent sur une rangée d'arbres endormis, une seule lampe brûle encore. Elle est petite, à abat-jour vert, et sa lumière ne tombe que sur un rectangle de papier posé sur des genoux. L'homme qui écrit est allongé dans son lit, légèrement redressé sur des oreillers, les épaules couvertes d'une chemise de laine. Autour de lui, l'obscurité est presque totale. Les doubles rideaux de satin bleu sont tirés avec soin,
Les panneaux de liège qui recouvrent les murs absorbent les sons de la ville. Sur un petit guéridon de bambou, une tasse de café au lait refroidit, à côté d'un croissant à peine entamé. Marcel Proust écrit. Ce tableau, que sa gouvernante Céleste Albaret a décrit avec précision dans ses mémoires, est devenu l'une des images les plus connues de la littérature française. Mais sa signification exacte est souvent mal comprise. On y voit volontiers le portrait d'un malade, d'un reclus, d'un excentrique qui aurait transformé sa maladie en décor. La vérité est plus radicale. Cette chambre n'est pas un refuge, c'est un laboratoire. Et l'homme qui y travaille, chaque nuit, avec une discipline que ses visiteurs n'auraient jamais soupçonnée, est en train de construire quelque chose d'une ampleur sans précédent dans la littérature de son temps. La naissance du grand roman ne se fait pas d'un seul coup. Elle commence autour de 1908, de façon oblique, presque déguisée. Proust se met à rédiger ce qui ressemble d'abord à un essai critique, une réfutation de la méthode biographique de Sainte-Beuve, le grand critique du XIXe siècle, qui affirmait qu'on ne peut comprendre un écrivain sans connaître sa vie, ses habitudes, ses vices et ses vertus. Proust pense l'inverse. Le livre est le produit d'un moi différent de celui qui se manifeste dans nos habitudes quotidiennes et dans nos rapports sociaux. Pour tenter de démontrer cette idée, il commence à écrire des exemples, des illustrations, des scènes fictives, et quelque chose d'inattendu se produit. De personnages inventés s'introduisent dans le texte, des voix prennent corps, une narration se met en place. En moins d'un an, l'essai critique est devenu un roman. Ce glissement, de l'essai vers la fiction, révèle quelque chose d'essentiel sur la méthode de Proust. Il ne part pas d'un plan, d'une intrigue, d'un schéma préétabli. Il part d'une vérité à dire, et la fiction est le seul espace où cette vérité peut se déployer dans toute sa complexité. Le roman sera toujours, chez lui, la forme la plus rigoureuse de la pensée, non pas malgré sa longueur et ses détours, mais grâce à eux. La décision de passer du récit à la troisième personne, comme dans le Jean Santeuil abandonné, au récit à la première personne est cruciale. Le jeu libère Proust d'une contrainte qui l'avait paralysé pendant des années, la nécessité de construire un personnage de l'extérieur, de le regarder du dehors, de l'expliquer. Avec le jeu, tout devient intérieur, immédiat, vivant. Le narrateur de la recherche n'a pas de nom de famille. Son prénom, Marcel, n'apparaît qu'une seule fois, furtivement, dans le 5e tome. Et certains chercheurs pensent que c'est une inadvertance que l'auteur aurait corrigée s'il en avait eu le temps. Ce narrateur sans identité fixe est à la fois Proust et quelqu'un d'autre. Un moi possible, un moi approfondi, un moi traduit. L'appartement du boulevard Haussmann subit alors une transformation progressive. Les meubles de l'ancienne maison familiale s'y entassent, dans des pièces qui restent pour la plupart fermées. Le salon, la salle à manger, les chambres inutilisées. Proust vit et travaille dans une seule pièce, la sienne, qu'il fait tapisser de panneaux de liège pour étouffer les bruits extérieurs. Il ne supporte plus les sons de la ville, les voitures, les klaxons, les cris matinaux, qui déclenchent ou aggravent ses crises. Il fait installer des doubles rideaux épais. Il interdit le chauffage central, qui assèche l'air et irrite ses bronches, et se contente d'une cheminée dont le feu est allumé selon des règles précises. La température de la chambre reste basse, et Proust vit en permanence sous des couvertures et des châles de laine, frileux dans l'été comme dans l'hiver. Le rituel de travail s'organise autour de la nuit. Proust dort le jour, souvent jusqu'en fin d'après-midi. Le soir, il se réveille, boit son café au lait, mange son croissant, parfois deux, en de rares occasions, et commence à écrire. Il écrit avec des plumes et de l'encre, posé sur un petit guéridon en palissandre à côté du lit. Il n'adoptera jamais les stylos à réservoir qui se généralisent à son époque. Ses manuscrits sont rédigés sur des feuilles de papier écolier, et les corrections s'accumulent dans les marges jusqu'à envahir complètement la page. Des rajouts de plusieurs lignes, parfois plusieurs paragraphes, collés en accordéon sur les bords des feuillets. Ces papiers ajoutés, que Céleste range soigneusement en ordre, deviennent si nombreux que le texte final ressemble davantage à une architecture de fragments assemblés qu'à une rédaction continue. Le matin, vers 6 ou 7 heures, Proust fait brûler un peu de poudre fumigène, un produit vendu à la pharmacie voisine censé dégager les bronches, et s'endort.
La poudre, dont l'efficacité thérapeutique est douteuse, produit une fumée âcre qui imprègne les tentures et les papiers. La chambre sent en permanence le soufre et l'encens, mélange que Céleste évoque avec une précision affectueuse dans ses souvenirs. Cette organisation du temps, la nuit pour l'écriture, le jour pour le sommeil, n'est pas un caprice. Elle correspond à une réalité médicale et à une nécessité créatrice. La nuit, la ville se tait. Les risques d'une crise déclenchée par un bruit, une odeur, un courant d'air sont réduits. Et dans ce silence presque absolu, Proust peut entrer dans cet état de concentration absolue qu'exige son roman, un état où le temps présent s'efface et où la mémoire peut travailler librement. Vers 1911, il a 800 pages prêtes à publier. La recherche d'un éditeur s'avère laborieuse. 2 maisons refusent le manuscrit sans l'avoir vraiment lu. La Nouvelle Revue Française, dirigée par André Gide, ami de Proust, homme de lettres considérable, refuse également. Gide lit quelques feuillets, voit un homme du monde qui écrit sur les boutons de manchette et les réceptions mondaines et décline poliment. C'est l'une des plus grandes erreurs éditoriales de l'histoire littéraire française, et Gide lui-même le reconnaîtra avec une franchise douloureuse quelques années plus tard, dans une lettre restée célèbre où il demande pardon à Proust pour cette cécité. Proust se tourne vers Bernard Grasset, éditeur jeune et audacieux, qui accepte de publier le livre à compte d'auteur, c'est-à-dire aux frais de l'auteur lui-même. Grasset admettra plus tard ne pas avoir lu le manuscrit. En novembre 1913 paraît Du côté de chez Swann, premier volume d'un ensemble dont Proust prévoit alors 3 tomes. Les premières critiques sont contrastées. Certains lecteurs, dont Gide, qui lit enfin le livre correctement, sont bouleversés. D'autres restent perplexes devant cette prose qui ne ressemble à rien de connu, ces phrases qui s'étendent sur plusieurs lignes, ces allers-retours dans le temps sans prévenir, cette façon de traiter l'insignifiant avec le sérieux qu'on réserve d'ordinaire aux grandes questions. La guerre éclate en août 1914 et tout s'arrête. Grasset part au front. La publication du 2e volume est suspendue. Proust se retrouve seul avec un texte dont il a déjà écrit des grandes lignes. Le début et la fin rédigés presque simultanément, comme il l'affirmera plus tard, mais qui va s'étendre, se ramifier, absorber de nouveaux personnages et de nouvelles thématiques au fil des années de guerre. La Grande Guerre transforme la France et transforme le roman. Des personnages meurent, des destins s'infléchissent. La société que Proust avait commencé à décrire subit une mutation irréversible. Tout cela entre dans le texte. C'est dans cette chambre tapissée de liège, sous l'abat-jour vert, au milieu des feuilles recouvertes de corrections en accordéon, que se joue l'un des paris les plus extraordinaires de la littérature mondiale. Un homme seul, malade, presque sans vie sociale, construit de nuit une cathédrale de mots dont il ne verra jamais l'achèvement complet. La question posée au seuil de cette histoire, comment la maladie et la réclusion peuvent-elles produire un roman qui embrasse le monde entier, trouve ici sa réponse la plus complète. Ce n'est pas malgré l'enfermement que Proust écrit le roman le plus vaste du XXe siècle. C'est grâce à lui. La chambre close n'est pas une prison, c'est la condition de la vision. Pour voir très loin, il fallait rester immobile. Pour entendre très précisément, il fallait faire taire le monde extérieur. Et pour écrire la vérité du temps, il fallait accepter de vivre hors du temps ordinaire, dans cette nuit artificielle et silencieuse où la mémoire travaille sans entrave. Un après-midi d'hiver, le narrateur rentre chez lui, transi de froid. Sa mère lui propose du thé. Il accepte, sans grand enthousiasme. Céleste apporte également des petites madeleines, ces coquillages de pâtisserie si grassement sensuels sous leur plissage sévère. Il en trempe un morceau dans la tasse et le porte à ses lèvres. À l'instant où la gorgée mêlée de miettes touche son palais, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un frisson le parcourt, une joie violente et inexplicable l'envahit. Une joie sans cause apparente, sans objet précis, mais d'une intensité qu'il n'avait plus ressentie depuis très longtemps. Il cherche à comprendre d'où vient cette sensation. Il se concentre, il reporte son attention vers l'intérieur. Et soudain, comme un décor de théâtre qui se lève, un monde entier surgit du néant. La maison de sa tante Léonie à Combray, le jardin, les rues du bourg, la place de l'église, les chemins de campagne, tout Combray et ses environs,
tout ce que la mémoire volontaire avait cru perdre pour toujours surgit vivant et complet d'une tasse de thé et d'une miette de gâteau. Cette scène, l'une des plus célèbres de toute la littérature mondiale, est souvent réduite à une anecdote sympathique sur le pouvoir des sens. Elle mérite mieux. Elle est le cœur philosophique de toute l'œuvre de Proust, le moment où une sensation involontaire révèle une vérité sur la nature du temps et de la mémoire que des siècles de philosophie n'avaient pas su formuler avec cette précision. Pour comprendre ce que Proust découvre dans cette tasse de thé, il faut d'abord comprendre ce qu'il rejette. La mémoire ordinaire, celle que nous exerçons volontairement, celle qui nous permet de réciter des dates ou de nous souvenir d'un rendez-vous, est pour lui une mémoire morte. Elle enregistre les faits, mais elle ne restitue pas la vie. Quand on se rappelle délibérément un moment du passé, on obtient une image pâle, décolorée, un schéma abstrait de ce qui fut. Le passé réel, avec sa texture, ses odeurs, sa lumière particulière, ses émotions exactes, reste inaccessible à cette mémoire-là. La mémoire involontaire, en revanche, échappe à toute intention. Elle se déclenche à l'improviste sous l'effet d'une sensation, un goût, une odeur, un son, la texture d'une surface sous les doigts, qui reproduit exactement une sensation éprouvée autrefois. Et dans cet instant de coïncidence parfaite entre le passé et le présent, quelque chose de miraculeux se produit. Le passé n'est plus un souvenir. Il est vivant. Il est là, entier, inchangé, aussi réel que le présent. Cette distinction entre mémoire volontaire et mémoire involontaire, Proust ne l'a pas inventée de toutes pièces. Il s'inscrit dans une réflexion philosophique de son époque, profondément marquée par les travaux d'Henri Bergson, cousin par alliance de sa famille et penseur majeur du tournant du siècle. Bergson distingue entre la durée vécue, le temps intérieur, continu, insaisissable par la raison, et le temps mesuré, le temps extérieur, découpé en instants identiques par les horloges et les calendriers. Pour Bergson, la raison ne peut saisir que ce second temps, artificiel et mort. L'intuition seule permet d'atteindre la durée réelle, ce flux vivant où le passé et le présent coexistent et se pénètrent mutuellement. Proust lit Bergson, mais il va plus loin que lui. Là où Bergson reste philosophe, formulant des concepts abstraits sur la durée et l'intuition, Proust devient artiste. Il traduit ses idées en expériences concrètes, en sensations précises, en scènes que le lecteur peut non seulement comprendre, mais ressentir. La Madeleine n'est pas une illustration d'une théorie philosophique. Elle est la théorie elle-même, incarnée dans une tasse de thé un après-midi d'hiver. Il faut noter que la Madeleine n'est pas le seul déclencheur de mémoire involontaire dans le roman. Le texte en contient plusieurs, chacun produisant une résurrection différente. Les pavés inégaux de la cour de l'hôtel de Guermantes renvoient le narrateur aux dalles de l'église Saint-Marc à Venise. Le bruit d'une cuillère contre une assiette évoque le son d'un marteau sur une roue de train, un arrêt en rase campagne, un arbre apercevé par la fenêtre. Une serviette dure et amidonnée rappelle la serviette d'un grand hôtel normand, et avec elle, toute une lumière de bord de mer, une couleur particulière du ciel, l'odeur du sel. Ces moments de résurrection sont semés tout au long du roman comme des balises, et ils convergent tous vers le dernier tome, où le narrateur comprend enfin ce qu'ils signifiaient. Ce qu'il signifie, c'est ceci. Le temps n'est pas perdu. Il est conservé dans les sensations, dans le corps, dans cette mémoire profonde que la raison ne gouverne pas. Et l'art, la littérature en particulier, est le seul moyen de rendre ce temps accessible non seulement à celui qui l'a vécu, mais à tous les lecteurs qui reconnaîtront dans cette expérience particulière leur propre expérience universelle. Proust formule cette conviction avec une clarté qui ne laisse pas de place au doute. Il écrit que le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Le livre véritable, le seul livre authentique, n'a pas besoin d'être inventé par l'écrivain. Il existe déjà en chacun de nous. Il attend seulement d'être traduit. Et cette traduction est précisément ce que la mémoire involontaire rend possible. Elle livre à l'écrivain la matière brute de son œuvre, non pas comme un souvenir mort, mais comme une expérience vivante, prête à être mise en mots. Cette conception du roman explique bien des particularités du style de Proust que ses premiers lecteurs trouvaient déroutantes. La longueur des phrases d'abord. Chez Proust, une phrase peut s'étendre sur plusieurs lignes, accumulant des subordonnées, des incises, des comparaisons enchâssées les unes dans les autres.
Ce n'est pas de la négligence, ni un amour excessif de la complexité. C'est la forme même de la perception telle qu'elle se déploie dans la durée bergsonienne. Une perception qui ne tranche pas, qui ne simplifie pas, qui suit le mouvement sinueux de la conscience jusqu'à ce que la vérité d'un instant soit restituée dans toute sa richesse. La métaphore, ensuite. Proust est l'un des plus grands maîtres de la comparaison dans toute la littérature française. Ces métaphores ne sont jamais purement ornementales. Elles révèlent des ressemblances profondes entre des réalités éloignées. Elles éclairent l'une par l'autre. Elles font voir ce que la perception ordinaire ne verrait pas. Deux clochers d'église sous un certain angle de lumière ressemblent à deux jeunes filles. Et cette comparaison n'est pas fantaisiste. Elle dit quelque chose de réel sur la façon dont la conscience transforme le paysage en présence vivante. Nabokov, dans ses célèbres cours de littérature donnés à l'université américaine de Cornell dans les années 50, identifie trois caractéristiques fondamentales du style de Proust. La richesse de l'imagerie métaphorique, la tendance à remplir la phrase jusqu'à sa pleine capacité, et le fait que la description et le dialogue se transforment l'un dans l'autre de façon continue, formant une unité où la fleur, la feuille et l'insecte appartiennent au même arbre en fleurs. Ces trois caractéristiques ne sont pas des ornements stylistiques. Ce sont les conséquences directes de la philosophie de la mémoire qui structure tout le roman. Il y a une image que Proust emploie pour décrire son rapport au temps et à son roman. Il parle d'un tapis montré à l'envers. Le roman, vu depuis l'intérieur du temps vécu, ressemble à un enchevêtrement de fils sans ordre apparent. Vu depuis le recul de la mémoire volontaire, il reste confus. Mais la mémoire involontaire, elle, retourne le tapis et révèle l'endroit, le dessin complet, les motifs qui se répondent, la cohérence profonde de ce qui semblait aléatoire. Cette image dit aussi quelque chose d'important sur la façon dont la recherche doit être lue. Le premier lecteur qui ouvre du côté de chez Swann voit l'envers du tapis. Il perçoit des détails, des scènes, des personnages, sans pouvoir encore saisir leur place dans l'ensemble. C'est seulement au terme des 7 tomes, quand le narrateur lui-même comprend enfin ce que signifiaient les résurrections de mémoire involontaires qui jalonnaient sa vie, que le tapis se retourne et que le dessin apparaît. Proust a dit lui-même que la dernière page du dernier tome a été écrite immédiatement après la première page du premier, que les deux extrémités du roman se répondent comme les deux colonnes d'une cathédrale gothique. Tout ce qui se déploie entre elles n'est que la nef, grandiose et complexe, qui unit ces deux piliers. La petite Madeleine trempée dans le tilleul d'un après-midi d'hiver n'est donc pas simplement une jolie image. Elle est la clé de voûte de toute l'architecture. Par elle, Proust découvre, ou plutôt redécouvre, puisqu'il le savait confusément depuis l'enfance, que le temps perdu n'est pas perdu. Il est seulement enfoui, attendant dans le corps et dans les sensations la coïncidence fortuite qui le ramènera à la vie. Et cette découverte transforme la littérature en quelque chose que personne n'avait encore tenté. Non pas le récit de ce qu'on a vécu, mais la résurrection de ce qu'on a vécu, restitué dans sa chair, sa lumière et sa vérité exacte. Un jour, le poète Francis Jammes écrit à Proust pour le féliciter du premier tome de son roman. Sa lettre est chaleureuse, ses éloges sincères et nombreux. Mais au milieu de cette approbation généreuse, Jammes formule une demande précise. Il souhaite que Proust supprime une certaine scène du livre, un épisode qu'il trouve choquant, incompatible avec la beauté de l'ensemble. Proust lui répond avec toute la courtoisie dont il est capable et avec une fermeté absolue. Il lui explique qu'il lui est impossible d'accéder à cette requête, non pas par entêtement d'auteur, non pas par amour-propre blessé, mais pour une raison d'architecture. J'ai si soigneusement construit cet édifice, écrit-il en substance, que l'épisode du premier tome servira d'explication à certains événements du 4e et du 5e. En abattant la colonne surmontée d'un chapiteau indécent, j'effondrerai toute la voûte. Cette lettre révèle quelque chose que la plupart des premiers lecteurs de Proust ne soupçonnaient pas. Derrière l'apparente fluidité du roman, derrière ses digressions infinies, ses changements de tempo imprévisibles, ces allers-retours dans le temps sans prévenir, se cache une architecture d'une rigueur absolue. Un roman qui semble fait de caprice est en réalité fait de nécessité. Et comprendre cette architecture,
même imparfaitement, même à travers le brouillard des premières pages, est la condition pour entrer vraiment dans l'œuvre. Proust lui-même a choisi la métaphore de la cathédrale pour décrire son roman. Et ce choix n'est pas accidentel. L'homme qui a traduit Ruskin, qui a médité pendant des années sur l'architecture gothique, sur la façon dont une cathédrale tient ensemble par la convergence de forces en apparence contraires, voit dans ce modèle l'image la plus juste de ce qu'il cherche à accomplir. Une cathédrale n'est pas un édifice simple. Elle est faite d'arcs-boutants, de nervures, de chapelles latérales, de vitraux, de sculptures cachées dans des coins que personne ne regarde, et pourtant tout cela tient ensemble. Tout cela concourt à une unité que l'on ressent avant même de la comprendre. La recherche du temps perdu comprend 7 tomes, publiés entre 1913 et 1927, les 3 derniers à titre posthume. Du côté de chez Swann ouvre l'ensemble. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé forment la suite. L'ensemble représente plus d'1 200 000 mots, soit, pour donner une mesure concrète, environ 4 fois la longueur de Guerre épée de Tolstoï et plus de 10 fois celle d'un roman ordinaire. Le premier et le dernier tome sont les 2 piliers de la cathédrale. Proust l'a affirmé clairement. La dernière page du Temps retrouvé a été écrite immédiatement après la première page de Du côté de chez Swann. Les 2 extrémités du roman se répondent avec une précision que le lecteur ne peut saisir pleinement qu'au terme du voyage. Le premier tome s'ouvre sur un homme qui ne parvient pas à dormir, qui flotte dans un entre-deux de conscience et de rêve, qui ne sait plus où il est, ni quelle heure il est, ni quel âge il a. Le dernier tome se ferme sur ce même homme, qui comprend enfin comment écrire le livre que nous venons de lire. Le roman est une boucle d'une cohérence vertigineuse, dont on ne mesure l'ampleur qu'en la parcourant entièrement. Entre ces 2 piliers, la nef se déploie selon un rythme qui déroute les habitudes de lecture ordinaire. Le temps dans la recherche n'est pas le temps du roman classique, linéaire, chronologique, balisé par des dates et des événements qui se succèdent dans l'ordre. C'est un temps élastique, courbé, qui se dilate sur des pages entières pour décrire quelques secondes d'une sensation, puis saute sans transition sur plusieurs années. Le narrateur peut mentionner en passant, au détour d'une phrase, qu'il s'est écoulé plusieurs années depuis la dernière scène racontée, sans que le lecteur ait été averti de ce bond. Et quelques pages plus loin, il peut revenir en arrière, évoquer un souvenir qui se situait avant le début du récit, tout en restant dans le présent de la narration. Cette chronologie particulière a semé la confusion chez les premiers critiques, qui y voyaient de l'incohérence, de la négligence, voire de l'incompétence structurelle. Proust les lisait avec une irritation contenue. Il avait composé son œuvre, disait-il, avec autant de minutie qu'un horloger, et l'on prenait son mécanisme pour un désordre parce qu'on n'en comprenait pas les rouages. Le chercheur André Michaud a relevé dans le 2e tome une phrase symptomatique de cette chronologie proustienne. Le narrateur écrit « Je me souvins bien longtemps après que quelques années auparavant je m'étais trouvé pour la première fois sur ce canapé. » La formule accumule les décalages temporels avec une désinvolture qui défie toute tentative de reconstitution précise. Longtemps après quoi? Quelques années avant quoi? Quel âge avait le narrateur alors? La phrase flotte dans un temps sans ancrage fixe, et c'est précisément ce flottement qui est cherché, parce que c'est ainsi que la mémoire fonctionne réellement. La structure du roman est également celle d'une cathédrale, en ce sens qu'elle ne peut pas être saisie d'un seul regard. Quand on entre dans une grande cathédrale gothique, on ne voit pas l'ensemble. On voit le porche, puis la nef, puis on découvre les chapelles latérales, puis on lève les yeux vers les voûtes, puis on remarque un détail de sculpture qu'on n'avait pas vu. Et tous ces éléments existent en relation les uns avec les autres, même si on ne peut pas les percevoir simultanément. Il faut du temps, de la patience, des allers-retours pour les voir ensemble. Proust l'explique à travers la voix du philosophe imaginaire Mardoquet-Mardoché, dont les analyses de la recherche dans les années suivant la publication constituent l'une des lectures les plus pénétrantes du roman. Une scène à la page 50 répond à une scène à la page 3000, et ce n'est qu'ensemble qu'elles peuvent être pleinement comprises. Ce principe de correspondance à distance gouverne tous les niveaux du texte. Les personnages eux-mêmes se transforment, vieillissent, changent de statut social, réapparaissent sous des jours inattendus. Un personnage présenté dans le premier tome comme une figure mineure et ridicule
se révèle dans le dernier tome d'une profondeur et d'une grandeur que rien ne laissait prévoir. Un autre, admiré et idéalisé pendant des centaines de pages, apparaît finalement dans sa médiocrité réelle, et cette révélation rétrospectivement éclaire toutes les scènes précédentes d'une lumière différente. La cathédrale proustienne est habitée par des figures qui changent selon l'angle depuis lequel on les regarde. Le style lui-même est une architecture. La phrase de Proust est longue, il faut l'accepter dès les premières pages, s'y habituer, apprendre à la suivre dans ses courbes et ses méandres sans perdre le fil. Proust comparait son texte à du velours, agréable toucher en surface, mais habité d'une profondeur que l'on risque de manquer si l'on se laisse trop séduire par la beauté de la surface. La tentation est réelle. La prose de Proust est d'une beauté souvent éblouissante, et le lecteur qui se laisse emporter par cette beauté sans attention à la pensée qui la sous-tend passe à côté de l'essentiel. Nabokov, dans ses cours de Cornell, décortique avec admiration le mécanisme des comparaisons proustiennes. Il montre comment Proust construit une métaphore sur plusieurs lignes, en développant chacun de ces termes avec une précision qui transforme l'image initiale en une véritable démonstration. Non pas une comparaison ornementale, mais une révélation d'identité profonde entre deux réalités apparemment étrangères l'une à l'autre. Cette façon de comparer n'embellit pas le texte. Elle pense. Il y a enfin ce que certains commentateurs appellent les préliminaires, ces brèves phrases que le narrateur laisse tomber au passage, comme des pierres dans une eau tranquille, et qui annoncent de très loin ce qui viendra. Une remarque apparemment anodine dans le premier tome préfigure un événement du cinquième. Un adjectif glissé dans une description porte en lui le germe d'une révélation qui n'aura lieu que 2000 pages plus tard. Ces préliminaires sont les fils conducteurs que Proust a tissés dans l'étoffe du roman pour maintenir sa cohérence secrète. Les signes discrets que le roman a un plan, que le narrateur sait où il va, même quand le lecteur ne le voit pas encore. Proust disait lui-même avoir détruit les échafaudages après la construction, à la manière de certains architectes du Moyen-Âge qui effaçaient leurs tracés préparatoires une fois l'édifice terminé. Le résultat est un roman qui donne l'impression d'avoir surgi du flot naturel de la conscience, sans calcul, sans plan préétabli. Cette impression est le plus haut degré de l'art, faire paraître naturel ce qui est le produit d'une maîtrise absolue. La cathédrale de Proust ne montre pas ses arcs-boutants, elle les cache sous la beauté de ses vitraux. En novembre 1919, dans une salle du restaurant Drouan à Paris, le jury du prix Goncourt se réunit pour délibérer. L'atmosphère est tendue. Deux romans s'affrontent avec une égalité inconfortable, et les membres du jury sont divisés. D'un côté, À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, deuxième volume d'une œuvre commencée avant la guerre. De l'autre, un roman de guerre plus attendu, plus conforme à ce que la France de l'après-conflit semblait réclamer. Le vote final donne 6 voix à Proust contre 4. Marcel Proust, 48 ans, prix Goncourt. La nouvelle fait l'effet d'une petite bombe dans les milieux littéraires parisiens. Les réactions sont vives et contradictoires. Certains saluent une reconnaissance méritée, d'autres protestent avec indignation. Les partisans du roman concurrent crient à l'injustice, arguant qu'un auteur riche, mondain, qui publie à compte d'auteur et fréquente les duchesses, n'a pas besoin du prix Goncourt. Que ce prix est fait pour les jeunes écrivains sans ressources, pas pour les dilettantes de bonne famille. Henri Barbus, dont le roman de guerre Le Feu avait remporté le Goncourt 3 ans plus tôt, prend publiquement position contre ce choix. Les journaux s'emparent de l'affaire. Paris se divise. Proust apprend la nouvelle dans sa chambre du boulevard Haussmann, à une heure qui est son matin, mais qui est pour le reste du monde le milieu de l'après-midi. Céleste lui apporte le message. Il est ému, sincèrement, profondément ému. Mais il ne change rien à son emploi du temps. Ce soir-là, comme tous les soirs, il écrira. Pour comprendre ce que représente ce prix dans la vie de Proust, il faut revenir aux années de guerre et à ce qu'elles ont signifié pour lui et pour son roman. En août 1914, quand la mobilisation générale est décrétée, Proust a 43 ans. Sa santé lui interdit tout service militaire, et il le sait. Mais la guerre le touche profondément, d'une façon qui dépasse le simple sentiment patriotique. Elle emporte des amis, des visages, des façons d'être qui constituaient le tissu vivant de son monde.
Agostinelli, le jeune homme dont Proust était épris et qui lui a peut-être inspiré en partie le personnage d'Albertine, meurt en mai 1914 dans un accident d'avion au large d'Antibes, quelques semaines avant la déclaration de guerre. Bertrand de Fénelon, ami de jeunesse, tombe au front en décembre de la même année. D'autres suivront. La guerre transforme aussi le roman en cours. Proust travaillait avant 1914 sur un ensemble dont il prévoyait 3 tomes. La suspension des publications, son éditeur Grasset est au front, le papier manque, les imprimeries fonctionnent au ralenti, lui donne du temps. Un temps qu'il utilise avec une intensité que peu de ses contemporains soupçonnent. Il continue d'écrire, nuit après nuit, dans sa chambre calfeutrée. Il ajoute des épisodes entiers. Des personnages secondaires prennent de l'ampleur. De nouvelles thématiques s'introduisent. La guerre elle-même, vue depuis Paris, avec ses rumeurs, ses deuils, ses comportements héroïques et ses lâchetés, ses renversements de valeur. Le roman qui devait tenir en 3 tomes en comptera finalement 7, et cette expansion n'est pas le résultat d'un manque de discipline, mais d'une ambition qui grandit au fur et à mesure que l'œuvre prend forme. Paris en guerre est une ville étrange, à la fois héroïque et fantomatique. Proust la parcourt parfois la nuit, dans un taxi, observant les façades obscurcies, les rues presque désertes, les rares lumières filtrées derrière les volets. Ces promenades nocturnes lui donnent une image de la ville qu'il n'avait pas encore vue. Une image que l'obscurité et le danger rendent plus nue, plus vraie. Il note tout. Ses observations entrent dans le roman, notamment dans le tome intitulé « Le temps retrouvé », où Paris sous les bombardements est décrit avec une précision hallucinée. La guerre terminée, en novembre 1918, Proust cherche un nouvel éditeur. La Nouvelle Revue Française, qui avait refusé son manuscrit avant la guerre, revient vers lui. André Gide, qui avait commis l'erreur de rejeter Du côté de chez Swann sans le lire vraiment, a eu le temps de mesurer l'ampleur de sa méprise. Dans une lettre restée célèbre, il reconnaît son erreur avec une franchise totale et exprime son admiration pour un roman qu'il considère désormais comme l'une des œuvres majeures de son temps. La NRF devient l'éditeur de Proust pour tous les volumes suivants. À l'ombre des jeunes filles en fleurs paraît en juin 1919. Ce deuxième tome, qui raconte l'adolescence du narrateur, sa découverte du bord de mer normand, sa rencontre avec la petite bande de jeunes filles dont Albertine est la plus mystérieuse, est d'une beauté différente du premier volume, plus lumineuse, plus aérée, traversée d'une lumière de plage et de tennis qui contraste avec les intérieurs confinés de Combray. Les lecteurs qui avaient été désorientés par le premier tome commencent à comprendre ce que Proust construit. Et en décembre, le Goncourt. La consécration est réelle. Mais elle arrive à un moment de la vie de Proust où elle ne change rien à l'essentiel. Sa santé se détériore depuis plusieurs années. Les crises d'asthme sont plus fréquentes, plus longues, plus épuisantes. Il supporte de moins en moins les sorties. L'air extérieur lui est devenu presque physiquement hostile. Il quitte sa chambre du boulevard Haussmann en 1919, non pas par choix, mais contraint par des travaux de rénovation de l'immeuble dont les bruits et les poussières lui sont insupportables. Il passe par plusieurs logements provisoires avant de s'installer finalement rue Hamelin, dans le 16e arrondissement, à l'automne 1921. C'est sa dernière adresse. La rue Hamelin est moins belle que le boulevard Haussmann. L'appartement est plus petit, moins bien agencé, les murs ne sont pas tapissés de liège. Mais Proust n'a plus le temps ni l'énergie de refaire son univers. Il a un roman à terminer. Plusieurs tomes restent encore à publier, et le dernier, Le temps retrouvé, n'est pas encore dans sa forme définitive. Il continue d'ajouter, de corriger, de retravailler, avec cette méthode d'accumulation en accordéon qui transforme chaque page en palimpseste. Le côté de Birmante paraît en 2 parties, en 1920 et 1921. Sodome et Gomorrhe paraît en 2 parties, en 1921 et 1922. Ces publications suscitent l'admiration et parfois la perplexité. Le tome sur Sodome et Gomorrhe, avec son exploration explicite de l'homosexualité masculine, bouscule même les lecteurs acquis à Proust. Mais la stature de l'œuvre est désormais établie. On commence à parler de Proust comme d'un monument. Non pas avec la condescendance bienveillante que ce mot implique parfois, mais avec la conscience qu'on est en présence de quelque chose qui changera durablement la façon dont on pense le roman. Virginia Woolf, qui lit Proust en français dans ces années-là, note dans son journal une question qui la hante.
qu'est-ce qui reste à écrire après Proust? C'est l'une des formes les plus sincères de l'admiration. Non pas l'éloge rhétorique, mais l'inquiétude de l'artiste qui reconnaît qu'une frontière a été franchie et que le territoire a été transformé de façon irréversible. James Joyce, contemporain exact de Proust, le rencontre une seule fois, lors d'une soirée parisienne en 1922. Les deux hommes, que la critique littéraire associe souvent comme les deux grandes figures du modernisme européen, n'ont presque rien à se dire. Joyce a mal à la tête, Proust souffre de l'estomac. Ils parlent brièvement de leurs maladies respectives, puis se séparent. La seule véritable conversation entre les deux plus grands romanciers du XXe siècle porte sur leurs maux physiques. La gloire est là, réelle, mais Proust ne la vit pas comme une victoire. Il vit chaque heure de lucidité comme une heure à consacrer au roman, parce qu'il sait, il le sait avec une certitude calme, sans drame, que le temps qui lui reste est compté. Le prix Goncourt n'a pas changé son rythme de travail d'un instant. Le soir du vote, comme tous les soirs, il a écrit. Le lendemain, comme tous les lendemains, il a dormi le jour et travaillé la nuit. La reconnaissance n'était pas ce qu'il attendait. Il attendait autre chose, quelque chose de plus grand et de plus difficile. Il attendait de finir. Un matin de mai 1914, Marcel Proust reçoit une lettre. Elle est brève, presque sèche. Alfred Agostinelli, le jeune homme qui vit depuis plusieurs mois chez lui boulevard Haussmann, lui annonce qu'il part. Il ne donne pas de raison précise. Il est parti apprendre à piloter les aéronefs, cette nouveauté fascinante qui attire les jeunes hommes aventureux de l'époque, et il s'est inscrit sous un pseudonyme, Marcel Swann, comme si, en empruntant le nom du personnage le plus aimé de son protecteur, il lui rendait un dernier hommage ambigu avant de disparaître. Quelques semaines plus tard, en mai 1914, son avion s'abîme en mer au large d'Antibes. Agostinelli se noie. Il avait 26 ans. Proust est anéanti. Il cherche à racheter l'avion accidenté, espérant retrouver le corps. Il envoie de l'argent à la famille, il écrit des lettres déchirées à ses amis intimes. Et puis, lentement, il fait ce qu'il fait toujours avec la douleur. Il la traduit. Agostinelli entre dans le roman, transformé, déplacé, transfiguré, sous les traits d'Albertine, la jeune femme mystérieuse dont le narrateur tombe amoureux sur la plage de Balbec et qu'il finit par séquestrer dans son appartement parisien, incapable à la fois de la posséder vraiment et de la laisser partir. Ce déplacement, un homme réel devenu un personnage féminin, est l'une des opérations les plus remarquables de toute la recherche. Il n'est pas simplement une ruse de camouflage, destinée à dissimuler la nature homosexuelle de l'attachement de Proust. Il est une transformation artistique qui approfondit et universalise l'expérience. En faisant d'Albertine une femme, Proust donne à sa psychologie de la jalousie et du désir une portée qui dépasse les circonstances particulières de sa propre vie. L'histoire de cet amour impossible devient l'histoire de tout amour impossible. Et il y en a beaucoup, selon Proust, parce que l'amour, dans sa forme la plus intense, est presque toujours une forme d'impossibilité. La théorie de l'amour que Proust développe dans la recherche est l'une des plus sombres et des plus lucides de toute la littérature française. Elle commence par une constatation que le narrateur formule avec une franchise désarmante. On n'aime jamais vraiment une personne. On aime l'image qu'on s'est construite d'elle, l'être imaginaire qu'on a projeté sur ses traits et ses gestes. L'amour naît d'une illusion, d'une méconnaissance fondamentale de l'autre. Et il dure aussi longtemps que cette méconnaissance peut être maintenue. Cette idée traverse tout le roman, depuis l'histoire de Swann et Odette dans le premier tome, jusqu'à la longue agonie de la relation entre le narrateur et Albertine. Swann tombe amoureux d'Odette au moment précis où il découvre qu'elle ressemble à un tableau de Botticelli, une Zéphora, fille de Jéthro, peinte sur la chapelle Sixtine. Ce n'est pas Odette qu'il aime, c'est cette ressemblance, cette coïncidence entre la vie et l'art qui lui donne l'impression d'avoir enfin accès à quelque chose de réel et de beau. Quand l'ivresse de cette découverte se dissipe, l'amour se dissipe avec elle. Swann, devenu lucide, regardera un jour Odette avec étonnement et se dira « Dire que j'ai perdu des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. »
Cette phrase, l'une des plus célèbres de tout le roman, dit en quelques mots ce que Proust pense de l'amour romantique. Il est toujours, en dernière analyse, une erreur d'identification. On aime quelqu'un qui n'est pas celui ou celle qu'on croit aimer, et quand la réalité se substitue à l'image, l'amour s'éteint. Non pas parce que la personne aimée a changé, mais parce qu'on la voit enfin telle qu'elle est. Avec Albertine, le narrateur va plus loin encore dans cette expérience. Il ne se contente pas de l'aimer, il essaie de la posséder. Il l'installe dans son appartement, organise sa vie autour d'elle, surveille ses sorties, interroge ses amis, traque les indices d'une infidélité qu'il redoute et qu'il ne peut s'empêcher d'imaginer. Cette jalousie n'est pas simplement un sentiment douloureux, c'est une forme de connaissance. En cherchant à percer le mystère d'Albertine, le narrateur apprend quelque chose d'essentiel sur la nature de toute conscience. Elle est opaque. On ne pénètre jamais vraiment dans l'intériorité d'un autre être. L'autre reste toujours, en son fond, inaccessible. Proust développe cette idée avec une précision qui tient parfois de la cruauté lucide. Il observe comment la jalousie transforme la perception. Un geste anodin devient suspect, une hésitation devient preuve, une absence de quelques heures devient gouffre de possibilités terrifiantes. Le jaloux ne voit plus la réalité. Il voit un roman qu'il écrit lui-même, dans lequel il joue le rôle de la victime, et dont l'autre est à la fois l'auteur supposé et le personnage principal. La jalousie est une forme de création littéraire, une fiction imposée à la réalité. Cette dimension du roman a des racines directes dans la biographie de Proust. Ses amours, pour des femmes dans sa jeunesse, pour des hommes dans sa maturité, ont presque toujours été marqués par cette combinaison de désirs ardents, d'impossibilités pratiques et de jalousie dévorante. Reynaldo Hahn, Agostinelli, d'autres encore, ces attachements n'ont jamais abouti à une relation stable, partagée, paisible. Proust ne semblait pas capable de ce type d'amour, ou peut-être n'en voulait pas vraiment, parce qu'il sentait confusément que l'apaisement tue le désir, et que le désir mort ne peut plus nourrir l'écriture. Il y a une pensée de Proust sur ce sujet qui revient sous plusieurs formes dans le roman. Le désir, dit-il, fait tout fleurir. La possession fait tout se faner. On n'aime vraiment que ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on est en train de perdre. L'amour heureux, stable, réciproquement accompli, n'est pas matière à roman. Il est matière à bonheur, peut-être, mais le bonheur ne creuse pas. La souffrance, elle, creuse profondément, et c'est dans ces profondeurs que l'art trouve sa matière. Cette conviction n'est pas une posture esthétique, c'est une expérience vécue. La mort d'Agostinelli a produit une douleur d'une intensité que Proust n'avait pas connue depuis la mort de sa mère. Et comme la mort de sa mère, cette douleur est entrée dans le roman. Transformée, universalisée, rendue méconnaissable dans ses détails, mais reconnaissable dans sa vérité. La disparition d'Albertine, la mort accidentelle qu'elle subit dans le roman, la longue agonie du deuil qui suit, tout cela porte la trace de ce que Proust a réellement traversé, nuit après nuit, dans sa chambre de Liège, après mai 1914. La dimension homosexuelle du roman mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle est l'une des plus novatrices de l'œuvre pour l'époque. Sodome et Gomorrhe, le 4e tome, consacre de longs développements à la nature et à la psychologie de l'homosexualité masculine, à travers le personnage du baron de Charlus, aristocrate fascinant, cultivé jusqu'à l'extravagance, dont la vie secrète contraste violemment avec sa façade de grand seigneur méprisant. Proust traite ce sujet non pas avec la discrétion pudique que l'époque aurait imposée à un auteur moins courageux, ni avec la complaisance provocatrice qu'un autre aurait pu choisir, mais avec la même curiosité lucide et la même compassion distante qu'il porte sur toutes les formes du désir humain. Charlus est un personnage ambigu jusqu'à la fin. Hautain et pathétique, génial et ridicule, capable d'une générosité soudaine et d'une cruauté gratuite, il est l'une des créations les plus complexes de toute la recherche. Et dans sa complexité, il incarne quelque chose que Proust a compris plus tôt que la plupart de ses contemporains. Que la sexualité n'est pas une catégorie simple, qu'elle ne se résume pas à une identité fixe, qu'elle est une dimension de l'être aussi changeante, aussi mystérieuse, aussi irréductible à une définition que n'importe quelle autre dimension de la conscience humaine.
L'amour dans la recherche n'est donc pas une célébration. C'est une dissection, menée avec une précision et une tendresse mêlées qui sont la signature de Proust. Il montre l'amour dans sa grandeur et dans son mensonge, dans sa capacité à révéler et dans sa capacité à aveugler, dans la souffrance qu'il produit et dans la connaissance que cette souffrance, paradoxalement, apporte. Et au terme de cette dissection, le lecteur comprend que Proust ne méprise pas l'amour. Il l'a aimé trop intensément pour pouvoir l'idéaliser. Dans la nuit du 18 novembre 1922, Marcel Proust dicte à Céleste Albaret. Il est alité depuis plusieurs jours, épuisé par une bronchite qui a évolué en pneumonie. Sa voix est faible, sa respiration laborieuse. Mais par intermittence, entre les moments de fièvre et les instants où la conscience se brouille, il dicte encore. Des corrections, des précisions, des phrases qu'il veut ajouter au dernier tome. Céleste écrit sous sa dictée, range les feuillets dans l'ordre qu'il indique, veille à ce que la lampe ne s'éteigne pas. Dans les dernières heures, Proust lui décrit une vision. Une femme grosse et noire qui se tient dans la chambre, qu'il voit mais que Céleste ne voit pas. Il mourra le lendemain matin, le 19 novembre 1922. Il a 51 ans. Les 3 derniers tomes de la recherche paraîtront après sa mort, préparés par son frère Robert et ses amis proches. Cette dernière nuit de travail, dictée des corrections à un roman inachevé dans les heures qui précèdent la mort, est l'image la plus juste de ce que Proust pensait du rapport entre l'art et le temps. Il ne dictait pas pour terminer. Il dictait parce que le roman et la vie étaient devenus pour lui la même chose, parce que s'arrêter d'écrire et cesser de vivre étaient des actes équivalents, et qu'il n'avait pas l'intention de commettre le second avant d'avoir été contraint au premier. La philosophie du temps qui sous-tend toute la recherche se développe sur 7 tomes, mais trouve son expression la plus claire dans le dernier, Le temps retrouvé, où le narrateur, vieilli, désabusé, revient à Paris après une longue période d'absence et assiste à une matinée chez la princesse de Guermantes. Ce qu'il voit là l'arrête net. Les gens qu'il a connus sont méconnaissables. Les femmes qu'il admirait sont devenues vieilles. Les jeunes gens d'autrefois sont des hommes d'âge mûr, au visage épaissi. Les conversations ont la lenteur et la répétition des vieux. Le temps, qu'il avait tenté de saisir pendant toute sa vie, se manifeste ici dans sa brutalité la plus concrète. Non pas comme concept philosophique, mais comme visage transformé, comme chairs alourdies, comme voix qui ont changé de timbre. C'est dans ce moment de choc devant le ravage du temps que le narrateur comprend enfin ce qu'il cherchait depuis le début. Le temps perdu n'est pas simplement le passé qui s'éloigne, c'est aussi le temps qu'on gaspille à vivre à la surface des choses, à courir après des plaisirs mondains qui n'apportent rien, à différer sans cesse la seule tâche qui compte, traduire en art ce que l'expérience a déposé dans la mémoire. Et le temps retrouvé n'est pas le passé ressuscité par une madeleine ou par des pavés inégaux, c'est le temps que l'art conquiert sur la mort, en fixant dans une forme durable ce qui sans lui serait perdu pour toujours. Cette idée, que l'art est la seule réponse sérieuse à la mort, n'est pas une consolation facile. Proust ne croit pas à l'au-delà, ne pratique aucune religion, ne trouve dans la philosophie abstraite aucun secours contre l'angoisse du néant. Il est, comme il le dit lui-même, un agnostique dont la seule religion est la beauté. Et pour lui, la beauté n'est pas un ornement de la vie, elle est le seul moyen de rendre la vie supportable et signifiante face à sa propre finitude. Henri Bergson, dont la philosophie a profondément influencé Proust, avait posé les bases théoriques de cette vision. Pour Bergson, le temps ordinaire, le temps des horloges, des calendriers, des rendez-vous, est une construction artificielle, un découpage spatial de quelque chose qui est en réalité continu et vivant. La durée réelle, celle que nous vivons de l'intérieur, ne se découpe pas en instants identiques et remplaçables. Elle est un flux où le passé se prolonge dans le présent, où chaque moment porte en lui tous les moments antérieurs, où rien n'est vraiment perdu parce que tout est conservé dans la profondeur de la conscience. Proust s'approprie cette intuition et la radicalise. Le passé, dit-il, n'est pas mort, il est seulement enfoui. Il existe quelque part, entier, intact, attendant d'être rappelé à la vie par la coïncidence fortuite d'une sensation. Et quand cette résurrection a lieu, quand la madeleine ou les pavés inégaux ou la serviette empesée déclenchent le surgissement involontaire d'un passé vivant,
le temps cesse d'être une perte et devient une richesse. On possède alors deux moments à la fois, le moment présent et le moment passé ressuscité. On échappe pour quelques secondes à la tyrannie du temps qui passe. C'est cet état, ce sentiment d'exister hors du temps, que Proust associe à la joie la plus haute qu'il ait jamais connue. Il le décrit à plusieurs reprises dans le roman, avec une précision qui tient de l'expérience mystique, tout en étant rigoureusement laïque et sensible. Ce n'est pas une transe religieuse, c'est une expérience de la conscience, accessible à tous, à condition d'y prêter attention. La mort occupe une place centrale dans la recherche, non pas comme thème macabre, mais comme réalité structurante. Les personnages meurent. Bergotte, le grand écrivain admiré du narrateur, meurt devant un tableau de Vermeer, La Vue de Delft, dont un petit pan de mur jaune le fascinait depuis toujours. Swann meurt sans avoir pu voir la fin de l'affaire Dreyfus, dont il avait été l'un des soutiens les plus actifs. La grand-mère du narrateur meurt lentement, et le narrateur ne mesure l'ampleur de ce deuil qu'une année après les faits, lors d'un séjour à Balbec, quand un geste machinal, se baisser pour déboutonner sa chaussure comme le faisait sa grand-mère pour l'aider, déclenche soudainement toute la douleur retardée. Ces morts sont distribuées dans le roman avec un sens du rythme qui n'a rien d'accidentel. Chaque disparition creuse le texte, l'alourdit d'une absence qui modifie la façon dont on lit les pages suivantes. Et le roman accumule ses absences comme une vie réelle accumule ses deuils, progressivement, inexorablement, jusqu'à ce que le monde de l'enfance et de la jeunesse soit presque entièrement peuplé de fantômes. Il y a dans les derniers tomes de la recherche des personnages qui semblent mourir, puis réapparaissent vivants dans des scènes ultérieures. Les chercheurs qui ont étudié ces incohérences pensent pour la plupart qu'il s'agit d'inadvertances, des erreurs que Proust n'a pas eu le temps de corriger avant sa mort. Mais d'autres lectures sont possibles. Dans un roman où le temps est élastique, où les morts ressurgissent dans la mémoire avec la même présence que les vivants, ces résurrections apparentes s'inscrivent dans une logique interne. Pour la conscience, les morts ne disparaissent pas vraiment. Ils continuent d'habiter le présent, convoqués par la mémoire, aussi réels que ceux qui sont encore en vie. Cette vision du temps et de la mort a quelque chose de profondément humain et quelque chose de légèrement vertigineux. Elle dit que nous ne sommes pas seulement la personne que nous sommes aujourd'hui, nous sommes aussi tous les êtres que nous avons été. L'enfant de Combray, l'adolescent des Champs-Élysées, le jeune homme des salons parisiens, le malade de la chambre tapissée de liège. Ces êtres successifs ne sont pas remplacés par celui qu'on est devenu. Ils coexistent, ils persistent, ils forment l'épaisseur d'une vie. Et la mort elle-même, dit Proust, nous la mourrons plusieurs fois. À chaque fois qu'un moi ancien disparaît, remplacé par un moi nouveau qui ne se reconnaît plus dans celui qu'il a été. Il écrit dans Le Temps retrouvé une formule qui résume cette philosophie avec une économie saisissante. En mourant, maman a emporté avec elle le petit Marcel. Ce petit Marcel, l'enfant qui attendait le baiser maternel avant de s'endormir, l'enfant qui souffrait d'asthme dans le bois de Boulogne, l'enfant qui courait dans les jardins d'Illiers, est mort avec la mère, ou plutôt avec la disparition de celui qui le regardait et le reconnaissait. Et pourtant, ce petit Marcel vit dans le roman. Il y vit plus intensément, plus complètement, plus vraiment que dans n'importe quel souvenir ordinaire. Parce que l'art a accompli ce que la mémoire seule ne peut pas faire. Il l'a fixé dans sa vérité exacte, pour toujours. C'est cela, le temps retrouvé. Non pas le passé revenu à la vie comme si rien ne s'était passé, mais le passé transformé en art, et par là rendu immortel, soustrait à la destruction que le temps inflige à tout le reste. Proust dictait encore cette mila parce qu'il savait, avec la certitude calme de ceux qui ont compris leur tâche, que tant que le roman n'était pas terminé, une partie de lui restait vivante, et que s'arrêter, c'était commencer à mourir pour de bon. Un jour, une lectrice américaine écrit à Marcel Proust. Sa lettre est touchante dans sa sincérité. Elle lit la recherche depuis 3 ans, dit-elle, et n'a toujours pas compris quel en est le sens principal. Elle a tout essayé, relire les passages difficiles, consulter des commentaires, chercher des clés de lecture. En désespoir de cause, elle décide de s'adresser à l'auteur lui-même. « Ne pourriez-vous pas, lui demande-t-elle, m'expliquer en 2 lignes ce que vous avez voulu dire dans votre roman ?»
Proust ne répond pas. Il garde la lettre, la relit peut-être, et se tait. Ce silence n'est pas de l'indifférence ni du mépris, c'est la seule réponse honnête. Un roman qui peut être résumé en 2 lignes n'a pas besoin d'exister. Et la recherche existe précisément parce que ce qu'elle dit ne peut être dit autrement que comme elle le dit, dans ces 7 tomes, dans ces millions de mots, dans cette architecture de temps et de sensations qui ne se laisse réduire à aucune formule. Ce silence de Proust face à la demande de sa lectrice américaine est le paradoxe au cœur de son héritage. Il a écrit l'un des romans les plus commentés, les plus analysés, les plus enseignés de toute la littérature mondiale, et pourtant, toutes les analyses, tous les commentaires, tous les cours universitaires n'épuisent pas ce que le roman fait à celui qui le lit seul, dans le silence de sa chambre, à n'importe quelle heure de la nuit. Pour mesurer ce que Proust a changé dans la littérature, il faut revenir à ce qu'était le roman avant lui. Le roman du XIXe siècle, Balzac, Flaubert, Tolstoï, Dostoïevski, est fondé sur une conviction implicite. La réalité est descriptible, les caractères sont analysables, les événements ont des causes et des conséquences, et le romancier peut, s'il est assez attentif et assez habile, restituer cette réalité dans toute sa complexité. C'est une vision ambitieuse, et ces romanciers l'ont accomplie avec une grandeur qui ne sera jamais effacée. Mais elle repose sur une certitude que le XXe siècle a ébranlée, la certitude que le moi est une entité cohérente, stable, identifiable, dont on peut rendre compte de l'extérieur. Proust est le premier grand romancier à avoir compris que cette certitude était une illusion. Le moi n'est pas une unité, c'est une succession de moi différents, parfois contradictoires, reliés par une continuité de mémoire qui est elle-même sélective, déformante, incomplète. La réalité n'est pas descriptible de l'extérieur, elle n'existe vraiment que de l'intérieur, dans la conscience qui l'aperçoit. Et cette conscience transforme tout ce qu'elle touche. Le temps ne s'écoule pas de façon uniforme. Il se dilate, se contracte, saute en avant, revient en arrière, selon les états de la conscience qui le vit. Ces intuitions, Proust les a traduites en romans avec une rigueur et une beauté que personne n'avait atteintes avant lui. Et après lui, rien n'a été tout à fait pareil. Virginia Woolf, qui lisait la recherche en français avec une admiration mêlée d'inquiétude, a développé dans ses propres romans une technique du flux de conscience qui doit beaucoup à Proust, même si elle en a fait quelque chose de radicalement différent, plus poétique, plus fragmenté, plus proche de la musique que de l'architecture. Samuel Beckett, qui a consacré à Proust l'un de ses premiers essais critiques, a reconnu dans la recherche la démonstration que le langage peut dire l'ineffable, et a passé toute sa carrière à explorer ce que Proust avait laissé ouvert, en poussant le roman vers ses limites absolues. William Faulkner, sans jamais reconnaître explicitement l'influence, a construit ses romans de la même façon que Proust construisait les siens, en spirale, en boucle, en écho à longue distance, avec une chronologie brisée qui reflète la façon dont la mémoire réelle fonctionne. L'influence de Proust n'est pas seulement technique, elle est philosophique. Il a posé une question que tous les grands romanciers du XXe siècle ont dû affronter à leur façon. Si le moi est multiple, si le temps est élastique, si la réalité n'existe que dans la perception, alors que peut dire la littérature ? Que peut-elle faire que la philosophie, la psychologie ou la science ne font pas ? La réponse de Proust est claire. Elle peut restituer l'expérience dans sa texture vivante, dans sa densité sensorielle, dans son irréductible singularité. Elle peut faire ce que les concepts ne peuvent pas faire, donner au lecteur non pas une idée de ce que c'est que de vivre, mais le sentiment lui-même. Cette ambition a traversé les frontières et les langues. En Pologne, dans l'hiver 1941, un groupe d'officiers prisonniers dans un camp soviétique se réunit chaque soir dans un local sans chauffage pour écouter des conférences données de mémoire par un peintre et intellectuel nommé Józef Czapski. Czapski, qui n'a pas le roman sous la main, il a tout perdu lors de sa capture, reconstitue de mémoire les grandes lignes de la recherche, les personnages, les thèmes, les scènes les plus marquantes. Ces hommes épuisés, au bord du néant, écoutent parler de Swann et d'Albertine, de Combray et de Balbec, de la Madeleine et du temps perdu. Ils posent des questions, ils discutent, certains pleurent. Czapski racontera plus tard que ces soirées ont été parmi les plus importantes de sa vie.
Non pas parce que Proust leur donnait une réponse à leur situation, mais parce qu'il leur rappelait que la vie intérieure, la beauté, la pensée existaient encore, résistaient encore, même dans ce lieu et à cette heure. Cette histoire dit quelque chose d'essentiel sur ce que Proust donne à ceux qui le lisent. Ce n'est pas du réconfort au sens ordinaire du terme. Proust ne console pas, ne rassure pas, ne promet rien. Ce qu'il donne, c'est une façon de voir plus précise, plus attentive, plus riche. Après Proust, une tasse de thé n'est plus simplement une tasse de thé. Une promenade dans un jardin n'est plus simplement une promenade. Une conversation mondaine, en apparence anodine, révèle des profondeurs insoupçonnées. Le monde ne change pas, c'est le regard qui change, et ce changement de regard est irréversible. Boris Pasternak l'a vécu de cette façon. Il commence à lire La Recherche à la fin des années 20 et saisit d'une admiration si intense qu'il referme le livre à la 5e page, de peur d'être trop influencé, de peur d'absorber une voix si forte qu'il ne pourrait plus retrouver la sienne. Il attend 1 an. Il reprend. Il s'arrête au 4e tome. Il attend 29 ans. En 1959, 1 an avant sa mort, il part à Tbilissi et emporte avec lui le dernier tome de La Recherche, Le temps retrouvé. Il écrit à Olga Ivinskaya, la femme qu'il aime. « Je suis en train de terminer l'infini Proust que je m'étais fixé comme objectif en partant. » Il achève le livre. Le lendemain, il lui écrit de nouveau. Les dernières pages sont sans fond, humaines, comme Tolstoï. Et quelques semaines après son retour, Pasternak meurt. Cette convergence, le dernier livre d'une vie qui est le dernier tome de Proust, n'est pas une anecdote. Elle dit quelque chose sur la nature de la recherche comme expérience de lecture. On ne lit pas ce roman comme on lit un livre ordinaire, d'un seul élan, du début à la fin. On le lit par fragments, on y revient, on l'abandonne et on le retrouve. On le porte avec soi pendant des années. Et à chaque retour, le roman a changé. Non pas parce que les mots ont changé, mais parce que le lecteur a changé, et que le roman lui renvoie une image différente de lui-même. C'est ce que Proust voulait dire quand il écrivait que le roman est un instrument optique. Non pas un miroir qui reflète la réalité extérieure, mais une lentille à travers laquelle le lecteur apprend à lire sa propre vie. L'écrivain fournit le vers. La lecture se fait dans le lecteur. Et si le livre est bon, si l'écrivain a fait son travail avec assez de vérité et de précision, le lecteur reconnaît dans cette vie fictive quelque chose qui était en lui, sans qu'il le sache encore. Cette ambition, être non pas un miroir mais un instrument de connaissance de soi, est la raison pour laquelle La Recherche continue d'être lue, 1 siècle après sa publication, par des gens qui n'ont rien en commun avec la bourgeoisie parisienne de la Belle Époque, qui n'ont jamais fréquenté de salons aristocratiques, qui n'ont jamais entendu la petite phrase de la sonate de Vinteuil, ni vu les clochers de Martinville dans la lumière du soir. Ils lisent Proust parce que Proust parle d'eux, de leur mémoire, de leurs désirs, de leur rapport au temps, de leur façon d'aimer et de perdre et de se souvenir. L'enfant asthmatique du bois de Boulogne, le mondain des salons parisiens, le traducteur de Ruskin, le reclus de la chambre tapissée de liège, l'homme qui dictait des corrections dans la nuit de sa mort, tous ces Proust sont entrés dans le roman et y vivent encore, transformés en une voix qui n'est plus tout à fait la sienne et qui appartient désormais à tous ceux qui l'ont lu. Voilà ce qu'est l'héritage de Marcel Proust. Non pas une influence littéraire parmi d'autres, non pas une date dans l'histoire du roman, mais une façon d'être au monde, attentive, patiente, capable de trouver dans une tasse de thé et une miette de gâteau la preuve que rien de ce qui a été vécu n'est vraiment perdu. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage dans l'univers de Marcel Proust. Si cette série vous a touché, si elle vous a donné envie d'ouvrir enfin ou de rouvrir La Recherche, alors elle a accompli ce qu'elle espérait. Je suis Étienne Beaumont, et Histoire de légende vous attend pour la prochaine rencontre. Un like et un abonnement nous aident à continuer, et à choisir avec soin les prochaines légendes à raconter.